Bonjour. Alors, qui est qui? Moi, c'est Pascal Routier. Je suis accompagné de Sylvain Letellier. Comme Francis l'a dit, nous, on est les fondateurs de Bespoke, qui est une jeune firme de recherche marketing. Et puis, on a choisi de faire la présentation à deux parce que moi, en fait, je vais briser les pots puis je vais laisser Sylvain les réparer à la fin. On a choisi de parler dans le cadre de ce TED-là de l'expertise en organisation. On s'est dit, c'est de circonstance, on est dans une usine à former des experts qui sont toujours plus calés, des experts qui sont toujours plus performants puis qui vont pouvoir faire une différence dans le monde des affaires. Donc, d'arriver avec la question suivante, est-ce que les experts sont dans le champ ici à HEC? Surtout ici à HEC, est-ce que c'est une énormité de dire ça? Bien, on s'est dit, vu que le thème, c'est la gestion autrement, on s'est posé la question à savoir, est-ce que ça se peut que les experts, plus particulièrement les experts en recherche marketing, soient dans le champ, c'est-à-dire qu'ils regardent au mauvais endroit. Donc, parce que c'est facile de regarder au mauvais endroit. Comme Pierre Balafel l'a dit tout à l'heure, on est vraiment à une époque où il y a une abondance de données. C'est incroyable. Non seulement il y a toutes les données qui s'accumulent, les données du passé, donc tout le bagage qu'on a, mais aussi à chaque seconde, il se crée des tonnes de nouvelles données, plus qu'on ne sera jamais capable de traiter. Par exemple, en 2010, sur YouTube, il y a une statistique qui disait qu'à chaque minute, il y avait 35 heures de nouvelles vidéos qui étaient uploadées. Donc, c'est énorme. Jamais on va être capable de tout traiter ça et de voir ça. Il y a une statistique aussi qui date déjà de 20 ans dans un livre qui s'appelait Information Anxiety, qui disait que dans une édition du New York Times Magazine, il y avait plus d'informations que quelqu'un pouvait voir dans toute sa vie au 17e siècle en Angleterre. Aussi, cette semaine, on a été surpris de voir sur la page Facebook de Oreo qu'au commentaire suivant, « Who smiles at the sight of a new Oreo pack », il y a eu presque 2000 commentaires en 48 heures, ce qui est énorme. Je me demande vraiment s'il y a quelqu'un qui prend le temps de lire ça et de traiter ça. Peut-être le stagiaire qui vient de rentrer, mais quand même, c'est énormément de données. Donc, il s'en crée. On est parfois débordé par l'information. Ça, c'est une capture de... en fait, ce que je viens de dire, c'est que des données en abondance, mais aussi des données de plus en plus profondes. Ça, c'est une capture d'écran du logiciel Radian6 qui permet sur Internet de faire de la veille poussée pour voir tout ce qui se dit, tout ce qui s'échange à propos d'un sujet, d'une marque, d'une personne. Donc, je n'essaierai même pas de vous l'expliquer parce que je ne comprends pas, mais c'est juste pour illustrer qu'on a plus de données et des données de plus en plus poussées. L'analogie que j'aime bien utiliser pour parler de cette abondance de données-là et de profondeur de données, c'est l'ADN. Comme on le sait, il y a une vingtaine d'années, les scientifiques ont réussi à dresser la carte complète du génome humain. Donc, on sait exactement de quoi on est constitué, on connaît notre ADN. Super, good job. Mais malgré ça, on ne sait pas encore comment les gènes interagissent entre eux. On ne connaît pas encore tout à fait le rôle de l'environnement sur les gènes. Donc, c'est comme si on avait, oui, un canevas de base, mais il nous manque vraiment, vraiment beaucoup de données contextuelles. Donc, en gros, l'idée que j'essaie de dire, c'est qu'on a tellement de données qu'on ne sait pas quoi en faire, on est comme débordé. C'est peut-être un peu pour ça aussi que les entreprises, de plus en plus, se tournent vers des experts en data mining, en intelligence d'affaires, en optimisation, donc des gens qui sont capables de plonger dans l'océan d'informations qu'il y a, extraire la plus pertinente, l'analyser et la transformer en stratégie gagnante. Mais encore là, c'est pas toujours facile, c'est pas tout le monde qui réussit, c'est extrêmement complexe. C'est peut-être pour ça que des gourous du marketing comme Chris Anderson, Seth Godin et Malcolm Gladwell ont eu autant de succès dans les années 2000. C'est des gens qui avaient une capacité incroyable à vulgariser, à simplifier. Puis, c'est comme s'ils avaient saisi l'essentiel et étaient capables de l'expliquer aux gens. Fait que même ceux qui n'étaient pas en marketing, qui lisaient leurs livres, avaient l'impression qu'ils connaissaient le marketing, comprenaient la société, comprenaient la consommation, parce que c'était simple. Ceux qui ne les connaissent pas, bien, vous pouvez... Je n'ai pas le temps de les présenter, mais vous pouvez aller sur le site du TED. C'est tout à fait le genre de conférencier dont le TED raffole généralement. Donc, tout ça, ça demeure quand même abstrait. Je parle d'abondance de données. OK, c'est beau. Si on parle concrètement, quand on est en marketing, c'est quoi les types de données auxquelles on a accès? Bien, je vais essayer de vous le résumer. C'est sûr que ça peut prendre une maîtrise de 2 ans pour vraiment passer à travers de tout ça. Fait que je vais essayer de le résumer en 2 minutes. Donc, j'espère être un aussi bon vulgarisateur que ceux que je vous ai dit tantôt, mais en gros, en marketing, on a tout d'abord des données quantitatives. On a des chiffres, on a des bases de données, on a des rapports de vente. Donc, on peut plonger là-dedans. On peut aussi faire des sondages auprès des consommateurs, faire des sondages téléphoniques, on peut faire des sondages papier, on peut mesurer certains concepts, on peut essayer de faire des liens entre eux. Super, c'est bien, c'est une bonne base.
Mais dès les années 60, on s'était rendu compte que ce n'était pas suffisant puisque ça demeurait quantitatif. Il fallait qu'on ajoute une couche à ça, il fallait qu'on aille voir le côté humain. Fait qu'on a commencé à faire des groupes de discussion. Donc, on rassemblait les gens dans des salles, on les faisait parler, on les faisait débattre, on leur demandait leur opinion sur plein de sujets. Puis on s'est dit, wow, ça nous permet de rajouter de la viande autour de l'os. Donc, on peut mettre des visages sur nos consommateurs. Puis, le groupe de discussion a connu son ère de gloire, puis encore aujourd'hui, il est très, très utilisé. Cependant, on se rend compte que le groupe de discussion a quand même plusieurs limites. Le premier, c'est que c'est décontextualisé. On demande à des gens de se prononcer sur leurs activités de consommation, les marques qu'ils aiment. On leur demande comment vous magasinez, qu'est-ce que vous faites quand vous faites votre épicerie, mais ils ne sont pas dans le contexte réel. Ils sont dans une salle, au 20e étage. Ils essaient d'être honnêtes, ils essaient de répondre du mieux qu'ils peuvent, mais il y a plein de choses qu'ils ne pourront pas nous dire, pas à cause qu'ils ne veulent pas le dire, mais parce qu'ils n'en sont pas tout à fait conscients, vu qu'ils ne sont pas dans le contexte réel. Puis, il y a un autre aspect aussi, c'est qu'on force les gens à verbaliser des trucs qu'ils n'avaient jamais pensé à verbaliser avant, parce que c'était pris pour acquis. Un autre élément aussi, c'est qu'on leur demande de réfléchir, de répondre rationnellement à des questions, alors que, comme Pierre Bellefeuille l'a dit tantôt, la consommation, il y a une grosse part d'émotion. D'ailleurs, je le remercie, il vient de me sauver une minute, je n'aurais pas besoin d'expliquer. Mais là, on s'est rendu compte justement des limites du focus group. Fait que là, il y en a des chercheurs bright qui sont arrivés avec des techniques de fou. On dit, bon, on va essayer de recréer un contexte réel en laboratoire, on va mettre des caméras, des télés, on va vraiment regarder des gens, comme dans ce cas-ci, j'imagine qu'ils étudiaient une émission, comment les gens écoutaient une émission de télé, comment ils réagissaient, etc. Fait que, ils les ont mis dans cette salle-là. Ils ont même mis un tapis qui matchait vraiment pour que les gens se sentent dans un environnement réel. Mais non, mais blague à part, est-ce que vous pensez qu'on peut aller chercher de l'information sur les consommateurs plus riches là ou là, sur le terrain, quand ça se passe pour vrai? Ça, c'est une photo qui a été prise pendant les séries l'année passée chez Normand. Donc, si vous voulez, par exemple, connaître la relation des téléspectateurs à la soirée du hockey, vous ne faites pas venir dans une salle au 20e étage, allez l'écouter avec eux, faites de la recherche sur le terrain. C'est là que vous allez avoir des données riches. C'est là que vous allez comprendre le processus émotionnel qui est relié à la consommation. Donc, pour revenir à la question de base, est-ce que les experts sont dans le champ? Est-ce qu'ils regardent au bon endroit? Peut-être pas. Puis, je vais passer la parole à Stéphane. Okay. Écoutez, vous adressez un tableau un peu noir, peut-être. Qu'est-ce qu'on fait quand on est face à autant de data que ça? Puis, qu'est-ce qu'on a comme solution? On va essayer de vous en proposer une, en fait, de solution. La première solution, en fait, ce serait peut-être pour le chercheur de briser la barrière, de passer de l'autre côté de la vitre qui vous a présenté tout à l'heure dans la salle, puis de se rapprocher, en fait, des consommateurs, des fans, des usagers. Puis là, vous voyez déjà que j'amène une nuance, c'est qu'il y a les fans et les usagers. Il n'y a plus que des consommateurs. On se rend compte que c'est plus nuancé que ça. Puis, en plus de se rapprocher, c'est important de se mettre à leur niveau. Et encore plus de se mettre à leur niveau, c'est d'aller sur leur terrain et de partager et d'essayer de vivre les mêmes expériences que ces gens-là pour essayer de les comprendre. Parce que la meilleure façon de comprendre une expérience, c'est sans doute de la vivre. Et pour arriver à vivre cette expérience-là, il y a une science, c'est l'anthropologie. C'est marrant parce que tout à l'heure, Pascal, vous parlez de data mining, puis tout ce que les ordinateurs permettent aujourd'hui. On se rend compte qu'une science qui date d'il y a 100 ans permet d'avoir des résultats très intéressants. Puis pourquoi? En fait, ça, c'est l'image un peu angélique ou romantique de l'anthropologue qui va sur le terrain, qui part pendant des années à apprendre la langue d'une tribu au fin fond de l'Afrique ou d'Amérique du Sud. Puis ça, c'est sûr que c'était un peu le départ. On se rend compte que 50 ans plus tard, dès les années 50, on commence à s'intéresser à d'autres types de tribus, des tribus qui sont beaucoup plus proches de nous. Ça, c'est des punks en Angleterre dans les années 70, mais c'est une tribu entre guillemets. Puis quand on s'intéresse à ces tribus, on se rend compte qu'ils utilisent des objets. Ils utilisent des objets du quotidien, des objets qui ont énormément de sens, énormément de symbolique pour eux. Puis ça, c'est un autre genre de tribu, c'est des fans de moto. Et les fans de moto, eux, c'est pas une moto qu'ils aiment, c'est une Harley Davidson. Et en fait, si on réfléchit bien autour de nous aujourd'hui, tous les objets qu'on utilise au quotidien, il n'y a plus d'objets qui sont génériques. Tous les objets qu'on utilise, c'est forcément une marque. Et ça, l'anthropologie, elle nous permet de comprendre comment les gens interagissent avec ces marques-là. On a ce graphique en fait, où on voit que l'identité est au cœur. C'est sûr que chaque individu, il a ses spécificités, mais il appartient à des communautés. Puis ici, c'est bien des communautés au pluriel, parce qu'on peut être membre d'une communauté de bikers, mais en même temps, on peut aussi appartenir à d'autres groupes, avoir une famille, travailler. En fait, on appartient à plusieurs différents types de communautés. Et entre ces communautés et l'identité, ce qui fait le lien, c'est la conversation.
Et la conversation, elle se construit avec des marques, avec des objets. C'est des petites choses, des toutes petites choses en fait qui apparaissent et qui donnent beaucoup de sens à notre vie du quotidien. Et si on prend un exemple, je vais vous mettre en situation, si on prend un exemple et qu'on voyage, c'est une situation qui arrive très souvent. Quand on voyage, quand on va à l'étranger, souvent on arrive, puis il y a des toutes petites choses, des tout petits détails qu'on remarque. Une façon dont les gens vont se parler dans la rue, une façon dont on va vous servir les plats, une façon dont les gens vont se saluer. Puis là, moi je reviens d'Italie la semaine dernière, puis ce geste-là, ça là, typiquement italien. On arrive dans la rue, il y a des gens qui parlent, ah! Puis ça, nulle part ailleurs dans le monde vous voyez cette expression-là. En France, au Québec, il n'y a personne qui va faire ce geste-là. Puis en Italie, ce geste-là, il n'y a personne qui va le remarquer, c'est tellement évident. Puis ça ne veut pas juste dire « j'appuie mon poing », ça veut dire une infinité de nuances qui sont incroyables et qui sont complètement reliées à la culture. Puis ces petits détails-là, c'est important de garder un œil pour les voir. Puis quand on parle de petits détails et qu'on veut appliquer ça au marketing, une autre chose qui est pas mal plate puis qui est pas mal banale, c'est le nettoyage. Comment on fait pour nettoyer? Puis quand Procter & Gamble décide de chercher comment les gens font le ménage pour développer des nouveaux produits, ils envoient des anthropologues chez les gens, directement sur place, puis ils regardent comment les gens font le ménage. Puis ils se rendent compte, en fait, avec cet œil de l'anthropologue, que les gens mettent plus de temps à nettoyer leur mop en elle-même qu'à nettoyer le sol. Ça, c'est quelque chose qui ne ressort pas en focus group, parce que c'est tellement évident, c'est tellement simple, personne ne va vous dire « Ah, c'est vrai, j'ai passé 4 minutes 30 à nettoyer ma mop, puis j'ai passé 5 minutes à nettoyer le sol. » Ça ne ressortira pas. Mais là, avec l'anthropologie, l'œil de l'anthropologue, on est capable de voir ça. Même chose pour la SNCF. La SNCF, c'est les chemins de fer français. Ils ont un service, c'est les TGV. Ils veulent développer ce service, puis ils veulent savoir comment les gens voyagent. Fait qu'ils envoient des chercheurs sur le terrain observer, puis participer à l'expérience. Puis la pire des choses qui peut arriver quand on prend le train, c'est pas nécessairement lié au service en lui-même. C'est pas que le train va être en retard, c'est plate, mais en général, ça n'arrive pas. C'est pas que les sièges sont pas confortables. La pire des choses qui peut arriver à un homme d'affaires qui voyage pendant 1h30, c'est de se retrouver à côté d'une jeune famille avec 2 jeunes enfants qui vont jouer, puis qui vont se battre, puis qui vont faire du bruit. Ça, c'est la pire des choses qui peut lui arriver. Fait que là, on revient aussi à la communauté. On n'est pas des consommateurs séparés du monde. Quand on consomme, on est aussi entouré de gens. Puis à partir de cette idée-là, ils ont développé l'idée des IDZen et IDZap, qui sont en fait 2 wagons qui sont séparés pour différents types de voyageurs. Ceux qui veulent être tranquilles, puis ceux qui veulent pouvoir parler, écouter de la musique, puis dialoguer. Tout ce que je viens de vous dire ici, c'est relié à la culture. La culture, c'est très important, puis on parle en général de la culture, on parle de culture d'entreprise. Puis nous, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a pas une culture, il y a des cultures. Puis je l'ai un peu dit tantôt, mais la personne qui travaille, elle peut être membre d'une culture, elle va partager des choses dans son entreprise, elle va avoir des petits codes, des petites choses qui sont anodines, une façon de se parler, une façon de parler à ses supérieurs, de s'habiller. Le dress code dans une entreprise, c'est très important. Ce n'est pas quelque chose qu'on va retrouver dans les guides de l'entreprise. Ça appartient à la culture, c'est quelque chose qu'on ne nous dit pas. Puis la même personne, elle peut aussi être fan de skateboard, puis le soir, aller faire du skateboard. Ou alors, elle peut appartenir à une ligue de hockey amateur, puis aller jouer tous les samedis. Puis là, c'est d'autres codes complètement qui apparaissent. Puis qui peuvent être aussi complètement anodins, qui peuvent apparaître complètement anodins, comme par exemple, aller prendre une bière après la game, ou des choses comme ça. Je reste dans l'exemple du hockey. Le Canadien, c'est sûr que c'est une grande équipe de sport, mais c'est aussi une machine de marketing. C'est une machine à vendre de la bière, c'est une machine à vendre des chandails. C'est indéniable, on ne peut pas dire que le Canadien, ce n'est pas une usine de marketing. Mais par contre, c'est aussi beaucoup plus que ça. Le Canadien, c'est les émeutes de 1955 pour Maurice Richard, qui sont les prémices de la Révolution tranquille. Et le Canadien, aujourd'hui, c'est aussi un pont entre les communautés francophones et anglophones à Montréal. Puis ça, on ne peut pas l'enlever. Puis la personne qui gère la marque du Canadien, aujourd'hui, elle est face à un dilemme, parce qu'elle ne peut pas vraiment changer grand-chose à sa marque. Parce que là, si demain on change le logo du Canadien, vous imaginez qu'il y a combien de personnes dans le groupe Facebook pour ramener l'ancien logo du Canadien? À peu près 7 millions, non? Ça doit être quelque chose comme ça. Fait qu'on peut pas... Le propriétaire de la marque, aujourd'hui, s'est rendu le consommateur. Et en fait, c'est lui le vrai expert. Il y a quelqu'un qui propose un poste pour prendre en compte tous ces aspects-là et pour les intégrer dans l'entreprise. C'est Grant McCracken, qui est un anthropologue du MIT, et en fait qui propose de créer le poste de Chief Culture Officer, qui est un poste qui s'ajoute à celui de marketing et en fait qui vient prendre en compte, créer ce dialogue-là, écouter ce qui se passe dans les communautés, chercher ces petits détails-là. Et là, vous allez me dire, OK, tu nous as parlé d'experts tantôt, tu nous rajoutes un autre expert. Le message que je voudrais faire passer aujourd'hui, il est un peu différent. Ça, c'est une citation. We do no market research, we don't hire consultants, we just want to make great products. Puis qui c'est qui a dit ça? Steve Jobs. Apparemment, dans les TED, il faut mettre une citation de Steve Jobs, c'est comme obligé. Fait qu'il dit ça.
c'est fou que la compagnie qui a le plus de succès auprès du public, qui a le plus de fans, les gens sont prêts à attendre 5 jours devant pour acheter en premier le produit, ils nous disent « Nous, la recherche consommateur, on n'en fait pas. On ne veut même pas avoir de consultants qui viennent nous dire qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce que les gens n'aiment pas. » Puis pourquoi ça se passe comme ça? C'est parce que les gens chez Apple, au grand complet, les designers, les gestionnaires de marque, même les gens en RH, ils ont une vision qui est beaucoup plus large en fait, de ce qui se passe dans la culture. Ils n'ont pas besoin de gens pour venir leur dire, parce qu'ils l'ont intégré à tous les niveaux. En fait, c'est un peu le message que je veux vous faire passer aujourd'hui, c'est que vous soyez aujourd'hui en RH, en management, en marketing, vous pouvez utiliser cet aspect-là, en fait, ce regard-là de l'anthropologue. Vous l'appropriez, comme quand vous partez en voyage, mais dans votre entreprise. Essayez d'avoir cette curiosité-là, toujours cette ouverture. Et si vous avez ça, vous êtes capable de voir des petits détails qui vous donneront une longueur d'avance, c'est sûr, à chaque fois pour le marketing. C'est exactement ce que fait Apple, c'est exactement ce que font beaucoup de compagnies aujourd'hui. Je repasse la parole à Pascal pour la conclusion. Donc, revenons à la question, est-ce que les experts sont dans le champ? Non, pas nécessairement, mais ils devraient l'être. Ils ne sont pas nécessairement dans le champ, mais ils devraient l'être. Donc, l'idée, ce n'est pas de les remplacer, c'est d'ajouter des gens qui sont capables de descendre sur le terrain, dialoguer avec les consommateurs, les écouter, comprendre, comme on expliquait, le processus émotif relié à la consommation, le processus symbolique, de comprendre dans le contexte comment la consommation se passe, puis comment elle peut varier aussi selon les contextes, selon les humeurs des gens. Il y a trop d'entreprises qui font des mauvaises pubs, qui font du mauvais marketing, puis on se dit, coudonc, c'est qui a pensé à cette idée-là? C'est qui les stratèges en arrière de ça? Ils ne peuvent pas vraiment penser que c'est comme ça que ça se passe sur le terrain. Ils ont l'air déconnectés de leurs consommateurs. Y en a-tu ici qui magasinent leurs meubles, comme dans les pubs chez Bro Martineau, avec les situations de couple? Y en a-tu réellement qui magasinent leurs meubles comme ça? Si ça a l'air, des fois, tu te dis, ben voyons, c'est... Non, mais il y en a peut-être qui rêvent d'aller en Floride avec Sylvain Cossette, c'est vrai. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans un univers où c'est très compétitif, puis les consommateurs ont énormément de choix, puis ils ont beaucoup de pouvoir, je pense qu'on ne peut pas se permettre, les entreprises ne peuvent pas se permettre le luxe de faire du mauvais marketing puis de ne pas comprendre leurs consommateurs. Donc, en gros, l'idée qu'on voulait que vous reteniez, c'est ça. Donc, descendez sur le terrain, mêlez-vous avec les consommateurs, puis comprenez dans le fond comment que ça se déroule sur le terrain, dans le champ. Merci.